bien, bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Data Watch. Pour rappel, Data Watch, c'est un podcast où on échange avec Axel, autour d'articles, de posts, de vidéos, qui gravitent autour de la data engineering. Et aujourd'hui, avec Axel, on va parler de l'utilisation du mode App Only sur de data stream, sur BigQuery. On va parler de data reliability, on va parler des tendances et opportunités, en data. On va aussi parler de la CI/CD pour les data ingé. Bonjour Axel. Salut Bertrand. Pour me présenter, donc je suis Bertrand Fabre et je suis data ingénieur freelance, depuis déjà plusieurs mois et ça fait déjà quelques années que je travaille soit dans la data ingénierie ou dans la data analyse. Et moi, c'est Axel Mauroy. Je suis data ing chez Sphere et ça fait un peu plus de 5 ans maintenant que je suis dans la data. Merci Axel. Heu et donc le premier article, on va justement parler de l'utilisation du mode Happen Only sur BigQuery avec DataStream. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, déjà, qu'est-ce que DataStream? Moi, c'est un produit que j'utilise pas sur la stack, Google Cloud, Mmh. mais c'est, un service, donc serverless de capture de données. Donc il fait du change data capture. Donc c'est un concept, assez connu en data ing où ça va tracer tous les changements d'une base de données, d'un data warehouse. OK. Donc DataStream fait de la réplication de données en temps réel. Donc il permet de synchroniser euh, différentes bases de données, dataware, sans impact sur tes systèmes sources. C'est ça qui est Mmh. important. Et à pas faire de l'update en dur sur tes sources. Et pour l'appen only, euh, la base de l'appen only, c'est que ce mode va préserver chaque modification comme Mmh. une nouvelle ligne dans ta table. Je vais prendre l'exemple de BigQuery. Si ta table cible, c'est BigQuery, ça va effectuer la modification uniquement dans ta table cible. OK. Contrairement à la méthode traditionnelle, on va dire, qui écrase les enregistrements existants. Mmh. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que chaque ligne inclut des métadonnées sur les changements qui ont été effectués. Donc il y a un UID, un identifiant unique, un timestamp et toutes les informations potentielles dont tu as besoin et qui sont disponibles avec DataStream. OK. Ce qui est avantageux avec DataStream, c'est que, et avec l'Append Only notamment, c'est que c'est peu coûteux parce Mmh. qu'en fait, tu réduis tes coûts de traitement puisque tu fais qu'ajouter des lignes Ouais. au lieu de faire des merge updates ou etc. C'est précis parce que tu t'assures d'un historique complet. Il n'y a pas comment dire, de vecteur d'erreur Mmh. sur cette partie-là. Et ça te permet aussi de pouvoir bien auditer, bien analyser tes modifications, OK. puisque tu as tout. L'append only peut être activé dès la création de ton flux. Bon, il y a plusieurs méthodes, mais on va dire la méthode la plus courante, c'est d'utiliser directement l'API Google Cloud qui est proposé par le provider. Mmh. Et il va te générer automatiquement tes tables BigQuery avec tes colonnes, les métadonnées, etc. OK. Voilà pour DataStream. Moi, je le trouve hyper intéressant, notamment pour le run. Voilà, déjà la baisse du coût Mmh. et pour le run.
Donc c'est un produit que j'utiliserais bien, il y a 2 produits que j'utilise pas et que j'aimerais commencer à utiliser, c'est Datastream et Dataform. Donc Dataform, c'est vraiment autre chose. On va dire que c'est un DBT façon, Google, quoi, qui est un produit, in-house, Google. Mmh. Donc Dataform et Datastream. OK. Pour ce côté justement, safe et facilitant pour le run. Mmh. Voilà. Et donc le mode Happen Only, donc c'est bien sur la table de destination? C'est sur la table, Ouais. Ouais, ouais, ouais. et je me dis, par exemple, si c'est une table qu'on exploite pour faire des agrégats, est-ce que ça va pas, poser problème au bout d'un moment en termes de volumétrie? Vu que c'est que du happen only, ça veut dire que Mmh le nombre de lignes va exploser, éventuellement la volumétrie peut exploser aussi et quand on va faire des agrégations, il va falloir, faire un tri pour prendre par exemple, la donnée la plus récente, après agréger les données. Je me pose la question sur les coûts derrière. Hem, alors tu vas avoir plus de coûts de storage, Ouais. effectivement, mais ce qui coûte cher sur la stack Google, c'est le compute. Mmh. Donc tu vas largement t'y retrouver à plus stocker et moins processer, pour ton billing. Mmh. Et après si vraiment tu as des volumétries de fou quoi, tu peux, implémenter une stratégie de rétention, sur ta table, Ouais. tu vois? Mmh. Après, des données très sensibles comme, les données financières et cetera, il y a des lois, il y a Mmh. des textes législatifs, je pense que c'est 3 ou 5 ans, faudrait revérifier, où tu dois garder justement une traçabilité de tes données. Mmh. Pourquoi pas, faire, aligner, ta stratégie de rétention, à la à l'aspect législatif, tu vois? Par exemple. Mmh. Ouais, ouais, je vois bien. Et puis ce qui est plus vieux, on s'en fiche. OK. Ou par exemple tes stocks, si tu as une rotation de tes stocks, totale tous les 2 ans, Mmh. bah, rétention de données à 2 ans, tu vois? OK. Ouais, je vois bien. Mmh. OK, merci Axel pour Ouais, je ton t'en retour prie. sur l'article. Le deuxième article qu'on a retenu, c'est, l'article de Bar-Moses, qui a été publié le 22 juin et qui parle de data reliability. Au début, dans l'article, quand je l'ai lu, j'ai eu un peu de mal à comprendre vraiment la différence, entre la qualité des données, la data quality et la data reliability. Donc derrière, c'est la fiabilité des données. J'ai dû relire plusieurs fois, surtout le début, pour bien comprendre la nuance. Ouais. Après, l'autrice, explique un petit peu plus, sur la suite, mais je m'y suis repris plusieurs fois et ce que j'ai retenu dedans, c'est que à un moment donné, il y a la data qui arrive, de manière exacte. Il y a plusieurs critères en termes d'exigence de data quality, pardon. C'est, à un certain moment, la data arrive exacte, arrive complète, cohérente, valide et unique. Donc ça représente la data quality, alors que la fiabilité des données, la data reliability, elle, elle évalue, si cette qualité des données, elle est maintenue dans le temps. Donc si elle reste cohérente, et complète au fur et à mesure des mises à jour, au fur et à mesure des transformations qu'il peut y avoir dans les bases. Donc ça, c'est ce que j'ai retenu et déjà j'ai pris du temps pour bien comprendre cette nuance et c'est vrai que la donnée, elle peut arriver, clean, heu, à un certain jour, mais si jamais il y a un problème de production, ça peut arriver. Il y a une autre application, qui envoie des mauvaises données et on exploite aussi ces données-là à un moment. On a besoin de faire des reprises d'historique sur les données. À ce moment-là, est-ce que la reprise d'historique qu'on va faire va générer exactement le même type de données? Parce qu'on doit peut-être reprendre des données historiques qui étaient bonnes à un certain moment, avec peut-être des Mmh. données un peu moins bonnes, mais est-ce que ça va toujours être OK? Est-ce que les référentiels qu'on va exploiter pour, faire de la transformation dans les données, ça va ressortir la même chose? Ça, c'est une question qu'on peut se poser dans le cadre de la fiabilité des données. Tu Et il des y avait réponses? aussi un comment?
Elle y répond à cette question? Elle va y répondre un peu après. OK. Ouais, ouais. Hem Et il y a aussi la question de, par exemple, si on a un client qui est actif, qui fait des achats, mais dont ces données datent de 10 ans. Est-ce Mmh que mh. c'est des données qui sont toujours fiables? Est-ce qu'on peut toujours faire quelque chose avec? Ça, c'est une question qu'on se pose dans la Mmh. fiabilité des données et Barmosis met en avant que ce genre de problème, ça augmente, enfin la complexité de ce genre de problème augmente avec la taille des données, ce qui paraît, assez OK. logique Mmh. et il faut aussi penser que les données, ça sert à prendre à des décisions. Les données, ça sert à constater un instant T, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé ou qu'est-ce qui se passe actuellement, pour pouvoir prendre des décisions, dans l'entreprise. Mais si jamais les données sont pas fiables, si elles sont pas complètes, dans ce cas-là, l'entreprise pourrait prendre des mauvaises décisions. Ce qui pourrait avoir un impact structurel sur les finances ou même sur la santé, tout simplement de Mmh. l'entreprise. Et c'est à partir de ce moment-là où l'autrice, commence à parler d'une pratique, de DevOps, qui s'appelle le Site Reliability Engineering, donc SRE ou SRI. Ouais, va au plus simple. C'est pas Et évident à dire. ouais, non, non, c'est vrai. Mais en tout cas, elle parle d'une pratique Ouais, ouais, ouais. DevOps et qui peut aider à fiabiliser les données. Le SRE, ça consiste c'est dans l'état d'esprit du DevOps, à vraiment automatiser tout le process, hem, afin de, comment dire? D'optimiser la disponibilité des applications. Donc là, on parle, Mmh. au niveau applicatif et le but, c'est de diminuer le travail manuel des personnes et de réduire le temps d'arrêt d'une application. Avec tous les aspects SLO, SLA, C'est ça, SLI. exactement. Ah ouais. Elle parle de SLI, pour parler d'indicateurs, Ouais, de niveau de service et de SLO pour, fixer des objectifs sur ces indicateurs-là. ouais. Et donc l'approche sur ces données, ça serait à peu près équivalent à ce que je viens d'évoquer là. C'est automatiser le déploiement, enfin automatiser la pipeline de données. Donc on écrit une fois du code et après on l'exécute de manière, automatique. Hem Et avec ça, heu, ce qu'il faudrait, c'est mettre en place, des outils qui permettent de détecter, de résoudre les incidents que l'on détecte. Donc ça, c'est vraiment dans l'esprit du SRE, et sans oublier de faire du post-mortem lorsqu'on découvre, une problématique ou lorsqu'il y a eu un problème, pour éviter qu'il y ait une répétition de ces problèmes-là. Le fait de mettre en place des objectifs, enfin des indicateurs, des objectifs, ça permet aussi de mesurer, heu, combien de temps, par exemple, la donnée, n'était pas fiable. Donc on parlait qu'il y avait un problème de production tout à l'heure dans l'exemple. Combien de temps est-ce que ça a duré ce problème de production? Combien de temps est-ce qu'on a mis pour pouvoir résoudre ce problème-là? La reprise historique. Donc c'est tout ça qu'on va mesurer et objectiver. Toujours dans le but d'avoir un service optimal pour les utilisateurs et pour les, décisionnaires de l'entreprise. Il y a aussi un endroit où Barmosis suggère que le machine learning pourrait aider à fiabiliser les données en automatisant, le processus de surveillance et de résolution. Elle n'a pas été beaucoup plus loin dessus, mais en tout cas, elle suggérait ça. Heu, pour moi, clairement, si une donnée elle est pas fiable, pour moi, c'est une donnée inutile. Heu, tout à l'heure, je parlais du client actif. Imaginons, on a un client dans nos bases, donc actif toujours, mais on ne sait plus où il habite. On ne sait pas, c'est quoi sa nouvelle adresse mail. On ne sait pas c'est quoi son numéro de téléphone et au fur et à mesure, son historique d'achat, se dégrade dans le temps. Donc on parle de fiabilité des données. Donc là, par exemple, les tickets, ils sont pas très fiables parce qu'au bout d'un certain temps, on ne sait pas pourquoi ça se dégrade. Là, c'est une donnée qui est inutile. Je pense vraiment qu'il est important d'investir dans une manière de fiabiliser les données. Donc derrière ça, c'est vraiment d'investir dans les outils qui permettent de mesurer la fiabilité des données, donc la qualité des données aussi. Heu, mais il faut bien sûr, mettre le curseur au bon endroit. Parce que si jamais on investit dans une solution, qui permet de détecter, de monitorer, de détecter, de résoudre les problèmes automatiquement, donc c'est cool, mais par contre ça coûte, 100 jours hommes par an. Est-ce que ça vaut le coup pour une entreprise, qui au final, n'a que 3 problèmes majeurs dans l'année et qui, met à peine quelques jours hommes pour être résolus? Là, c'est une question à se poser. Est-ce que ça serait pas mieux, dans ce cas-là, d'investir dans la mise en place d'une meilleure pratique, dans des meilleures pratiques de développement, de test et de CI/CD?
Toi, tu penses quoi de la data reliability et surtout du principe de SRE? Bah, ouais, encore une fois, le monde de la data, pompe, sur le monde du software Mmh mh. engineering, parce que c'est des concepts qui existent, déjà depuis, assez longtemps, côté soft. Mmh Donc il suffit de changer la première lettre par un D pour data et puis tu vois, Mmh. SRE, tu as DRE, Mmh DevOps, tu as DataOps, tu sais, on fait le coup à chaque fois. Mmh Mais c'est logique, c'est juste que du coup, c'est adapté aux besoins, ben, de la matière première qui est la donnée. Mmh Heu et donc tu adoptes, la même stratégie que tu peux adopter sur, sur, par exemple, pour donner un exemple aux auditeurs, un SRE qui est fondamental, on va dire, pour un site internet, c'est le temps de login Mmh d'un d'un utilisateur pour se loguer sur son compte. Mmh Hem, donc tu définis le paramètre, donc combien de secondes tu estimes, pertinent, je sais pas comment dire, même Ouais, c'est quoi le obligatoire. seuil, Ouais, acceptable? quel est le Ouais. seuil? Est-ce que c'est 1 seconde, 500 millisecondes, 3 Mmh. secondes? Ça dépend aussi. Mmh mh. Hem, Ça dépend ce qu'il y a derrière. Mmh Hem tu vas avoir ton indicateur, par exemple, 92 des connexions respectent ce seuil, Mmh mais ton comment on dit agreement? Ton niveau espéré, on va dire? Enfin, Mmh ah non, c'est pas espéré, c'est, conclu, Ouais, c'est l'accord qu'il y a. fixé, ouais, Ouais, voilà. ouais. Il est à 98, donc en fait 92 c'est horrible, tu vois? Mmh 6 points d'écart, c'est juste, monstrueux. Mmh Hem et en fait, tu vas appliquer ça pareil sur, bah, la qualité de tes données. Par exemple, je sais pas, tu as une application comptable, combien heu, de factures n'ont pas d'identifiant ou, Mmh un identifiant, testé et relevé comme faux, Ouais. tu vois? Donc et là, tu vas avoir un SLA à 100, je pense, Mmh tu vois? Donc non, ça me paraît, on ne peut plus logique. Je pense qu'on fait du DRE aussi sans mettre, le concept, tu sais, les mots dessus. Mmh Mais c'est important de conceptualiser, parce que, quand tu mets un mot sur un concept, les gens, le conscientisent beaucoup mieux, Mmh tu vois? Ouais. Donc ouais, voilà. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais Si, si, c'était bien mon sûr. avis. Si, si, bien sûr, très bien. Et moi, j'étais en train de me dire par rapport aux missions que j'ai pu faire, on parle souvent de data quality, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup moins de fiabilité des données. Ouais, On sur la mesure. durée, tu as Ouais, raison. c'est ça. On fait des tests sur le pipeline, Mmh, après c'est OK KO et c'est vrai qu'on n'a pas une tendance à dire, sur la longueur, quel est le niveau de fiabilité ouais, c'est vrai. Ça, on le et mesure pas ça, du tu as tout. raison. Ouais et après c'est à nous aussi, d'aller voir, par exemple, les si tu t'occupes tu disais des, adresses clients, Mmh heu, on peut se dire, on peut fixer une règle avec la source de données, donc qui va être, plutôt je sais pas, le marketing Ouais. ou l'ADV, peut-être l'administration des ventes. Mmh Hem, Si, un client n'a passé aucune commande depuis, 3 ans peut-être, tu vois? Je sais pas, je dis au hasard. Mmh Il faut lui renvoyer un mail par exemple de relance en disant, bah: «Est-ce que vous êtes toujours, client?» Tu vois? Ou tu vois, des fois tu as jamais reçu des mails,
«Ah, Bertrand, vous nous manquez». Si, si, bien sûr. Voilà, bah, en fait ça, tu pour, revalider ton email par exemple, Mmh. si tu l'as ouvert, c'est que ton email est valide, tu vois? OK. Donc ouais, il y a des stratégies, je pense, à mettre en place, concernant ces sujets-là. Mmh. Oui, clairement. Bah, merci de ton retour, Axel, et Ouais. tu as aussi lu un article sur les tendances et opportunités, dans la data? Ouais, donc article de, alors je retrouve son nom, Fern Alper, Mmh. d'une entreprise qui s'appelle, en bon français TDWI pardon, OK. TDYI. Mmh mh. Et en fait, elle parle de 4 tendances majeures dans le domaine de la data, on va Mmh. dire, et de l'IA aussi, qui se recoupent beaucoup aujourd'hui. Donc la première tendance, c'est l'IA générative. Heu, Dans le contexte de la data, c'est surtout, l'IA générative pour révéler les lacunes des socles de données. OK. Tout data eng qui se respecte, et qui, je pense, qui a de l'intégrité, dira que, sa plateforme n'est pas à 100 parfaite. Mmh. Il y a plein de causes et dans l'article, elle nous dit que moins de 10 des entreprises ont un outil d'IA, en prod chez eux. OK. Beaucoup, expérimentent, explorent l'IA. Mmh. Même s'il y a des sujets de sécurité, de manipulation de l'IA, d'ouverture Mmh. aussi, tu vois? C'est pour ça que je te montrais tout à l'heure l'outil, Sphere, Ouais. parce que le besoin, je pense, premier vital, d'une entreprise, c'est d'avoir une solution comme ça, mais fermée, heu, interne à l'entreprise. Mmh. Et c'est ce que propose d'intégrer Sphere, dans les entreprises. Donc tu peux avoir des solutions, bah, toutes les dernières solutions comme les toutes dernières, LLM comme, Ouais. GPT-4, Claude 3.5, Mistral, Gemini. Ce qui est intéressant, c'est que tu les as toutes. Donc tu peux aussi comparer, il y en a qui sont plus à l'aise que d'autres sur certains sujets. Ouais. Donc ça, c'est un vrai business qui arrive et les entreprises, veulent, mais ont encore des réticences. Et à quel niveau les réticences? Heu, Par exemple, chez ton client, c'est quoi la, mmh, la politique par rapport à ChatGPT, par exemple? Vous avez le droit? Vous avez Alors, il y a les l'utilisation? accès. Par contre, clairement, on nous dit qu'il faut pas l'utiliser, surtout pas avec les données, clients. Voilà, voilà, tu vois? Mmh. Alors que quand tu as une solution en interne qui est validée par ton RSSI, donc celui qui gère la sécurité Mmh. et qui a un monitoring justement de l'utilisation du produit, Mmh. tu peux y aller, open bar. En tant que dev, tu peux mettre des données, alors il y a quand même, des données RGPD, je pense qu'il faut, ouais, je sais même pas vu que c'est interne. Je vais pas me mouiller sur les données RGPD, mais en tout cas toutes les données, que tu traites et ton code, Mmh. heu, c'est en interne. Mmh. Donc c'est sous contrôle. Alors que quand tu utilises, ChatGPT 4, quoi, ChatGPT, avec, quoi, en externe, tu vois? Le public, Mmh. bah, ça rentre dans les modèles, dans l'entraînement, public, tu vois? Ouais. Donc très gênant. Pareil pour, Copilot, tu vois? Si tu es sur ton IDE, VS Code et puis que tu as Copilot d'installé, ben, ça entraîne le modèle Copilot. Mmh. Donc si tu mets des données ou du code, sensible, propriétaire,
gros sujet autour de ça. Ouais. Mais pour en revenir à la solution interne, en fait, les entreprises, elles sont en train de réaliser que leurs données, elles sont pas adaptées à l'IA. Parce qu'en fait, il y a trop de silos, qualité, très faible Mmh. de données. Ils se rendent compte qu'en fait, c'est peu exploitable et que ça rend un peu n'importe quoi. OK. Et qu'il y a une grosse nécessité de tout ce dont on a déjà parlé, la data qualité, fiabilité, la gouvernance aussi, Mmh. gouvernance des données. Donc ça révèle les lacunes, déjà. Et ça, c'est super en fait quand tu as un besoin d'acculturer les gens à la data, c'est que Mmh. quand ils utilisent le produit, ils se rendent compte que alors, bien sûr, il faut pas blâmer le produit, faut prendre ses responsabilités et dire que ça utilise la donnée, de l'interne. Mmh. Heu, mais déjà, c'est un bon point. Il y a aussi un besoin de plateformes unifiées pour l'analyse, je m'explique. Il y a 2 approches pour unifier tes données. Tu as l'architecture logique, ça va être plutôt le paradigme de data fabric. Mmh. Donc c'est une couche logique qui unifie les données, qui peuvent provenir de plein de sources différentes, Ouais. qu'elles soient, sur le cloud ou, on premise. C'est une vue cohérente et unifiée de tes données, quoi, des données de l'entreprise, peu Mmh. importe leur, localisation physique. On pourra potentiellement le développer, mais ça utilise les métadonnées pour, réaliser l'unification. Il peut y avoir une couche sémantique derrière, qui est la Mmh. représentation, virtuelle, on va dire, qui traduit les informations techniques en termes métiers, Ouais. que ce soit compréhensible. Hem Donc tu as l'architecture logique, tu as l'architecture physique aussi, on en a déjà parlé aussi, c'est le data lakehouse, Mmh. du coup qui va agréger tes données, quoi, centraliser physiquement tes données. Donc là, c'est Mmh. pas logique, c'est physique, sur un produit, très souvent c'est de l'object storage comme S3 ou, cloud storage, avec, des produits, top, pour, remplir ces cas d'usage comme, Delta Lake. D'accord. Hem Les bénéfices, d'avoir ça, des données unifiées, c'est que, ça va améliorer, la performance de tes modèles. Mmh. Ils vont être plus riches, plus diversifiés, plus précis, plus robustes. Tu vas pouvoir ajouter de l'analyse contextuelle aussi, puisqu'il y aura une analyse holistique. Donc, le modèle va être, beaucoup plus, perspicace, pertinent Mmh. et potentiellement plus nuancé aussi dans ses réponses. Ouais. Et ça va te permettre d'accélérer, les développements, l'acculturation data, dans toute l'entreprise. L'accès aussi, je dirais, aux bonnes pratiques, data. Donc ça, un aspect important, l'unification de tes Mmh. données. Heu Et il va y avoir une émergence des produits data. Donc on parle de data product. Ouais. En fait, toutes tes actifs data qui sont construits à partir de tes données, elles vont, te permettre comment dire? En fait, des matrices décisionnelles vont se dessiner à Mmh. partir des dashboards, des rapports qui sont produits. Tu vas avoir des schémas, qui vont se mettre en place au niveau de la direction, des équipes, des managers, Mmh. induits par tes tes ton ou tes produits data, Mmh. et induits aussi par, tes modèles de machine learning, Ouais. qui sont mis en place et entraînés, heu et qui vont te permettre d'accélérer,
justement l'émergence de tes produits data, de tes décisions. C'est aussi, important d'avoir des data owners Mmh. pour garantir, justement pour avoir des garde-fous humains sur, l'exploitation, la valorisation de tes données. Mmh. Donc voilà, c'est à la fois, une stratégie, tech et une stratégie, humaine, comme organisationnelle. OK. Et le dernier point, dont elle parle, c'est, l'importance de plus en plus forte de la gouvernance de l'IA. Donc là, on parle pas de la gouvernance des données, Mmh. mais de la gouvernance de l'IA. OK. Parce qu'il y a des stratégies pour assurer la fiabilité de ce que te sort l'IA, Mmh. ton LLM, utilisé. Attention, il faut de la documentation, il faut le versionning Mmh. de tes modèles et leur monitoring. Heu Faut vraiment mettre l'accent sur, sur la sécurité. Mmh. Comme je le disais tout à l'heure, avoir une personne qui se charge de contrôler, tu vois, de monitorer ton modèle, quoi, Ouais. ton LLM. Parce que imagine, heu, tout le monde utilise le produit, mais il peut y avoir de la, je sais pas comment on le dit en français, et tu peux hacker, en fait, tout simplement ton modèle. Par exemple, si tu as tes ressources humaines qui utilisent le produit, Ouais. qui mettent des données sensibles, ben, si tu mets pas de garde-fous en place et de silos et d'accès, de droits et cetera, un dev, il peut poser des questions sur, les salaires ou tu vois, j'en sais rien, Mmh. ou sur les congés ou tu vois? Ouais. Et le modèle lui répond, tu vois? Ouais, pourtant Donc ça serait intéressant ça. intéressant pour qui? Bah, pour tous les collaborateurs, Ouais, c'est au ça, sein d'une c'est entreprise, c'est l'open intéressant. data. Mais ouais, donc tu vois, il y a un gros travail de gouvernance du produit, d'IA dans Mmh. l'entreprise. Faut pas faire n'importe quoi. Du coup, ce que je retiens de tout ce que tu as cité, c'est que là, dans l'immédiat, ce qui peut être intéressant, c'est de s'orienter sur des métiers de data owner et de data ingénieur, dans l'immédiat. Déjà pour mettre en place la gouvernance, pour fiabiliser le socle de données et éventuellement le data ingé, il faudra qu'il se prépare à l'avenir. C'est une fois que son socle est fiabilisé, il faut qu'il s'oriente sur, la maintenance et la mise en production et la maintenance des modèles de machine learning, donc plus sur Mmh. une partie ML engineer. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est que Mmh. c'est un data engineer orienté ML, OK. ML engineer Mmh. pour le coup. Tu vois, moi, ça, je saurais pas faire aujourd'hui. Non, pareil. Mmh. C'est vraiment un job, faut comprendre la data science, bien piger quand même les modèles, Mmh. que tu mets en prod. ML engineer, c'est plus sur le déploiement, tu vois, sur le Mmh. de modèles, des data scientists, mais je pense que la frontière, elle se réduit de plus en plus, hein, entre data scientist et ML engineer. Bah, le data scientist, j'ai encore en tête que c'est celui qui va, explorer un peu les données, Ouais, détecter des corrélations, des ouais, patterns, quelque chose qui va permettre de et c'est lui qui va choisir en fait, quelles sont les features qui vont alimenter le modèle et ouais. après le machine learning engineer, c'est celui Ils décident qui pas des labels et industrialise. tout. Ouais. Ouais, ouais. Mais tu vois, je pense que les entreprises les entreprises aujourd'hui, elles veulent que les data scientists, Mmh. sachent, faire du ML engineer. Ouais. Ce qu'on attend d'un data scientist, c'est de savoir mettre son modèle en prod. Bah, c'est le but. Parce qu'effectivement, si tu fais un modèle, qui tourne bien sur ton ordi, mais qu'à aucun Mmh, moment il est déployé, ça sert pas à grand chose et il faut c'est qu'il ça. soit entraîné aussi au fur et à mesure parce qu'un modèle à l'instant T peut être OK, mais il faut qu'il soit robuste avec, l'évolution dans les données. Moi, je préfère payer un data scientist,
50, ou 60 000 € à l'année, Mmh. plutôt qu'avoir, 2 mecs, un data scientist et un ML engineer à 40 000, tu vois? Mmh. C'est ça, en fait, Ouais, concrètement. ouais, bien sûr. Ouais. Et du coup, ce que tu mettais aussi en avant, c'est que, dans les années qui vont venir, va y avoir des use cases qui vont sortir, des entreprises sur la partie, IA générative. OK. Ouais, mais Mmh. tu parles du côté intégrateur? Non, non, de manière générale, là, tu disais qu'il y a, assez peu tu parlais de 10 tout à l'heure, je crois, des entreprises Ah qui oui, font qui ont intégré ouais, une solution, c'est en interne. c'est ça. Donc, Ouais. finalement, on peut se dire, tiens 10 ça fait beaucoup, mais ça veut dire aussi qu'il y a encore 90 en potentiel. Ouais et puis tu vois, 10 déjà je sais pas d'où il sort. Il y Mmh a mh. pas la source, je sais pas trop. Parce Ouais. que tu vois, des entreprises, mais est-ce que tu comptes les auto-entrepreneurs, comme entreprise, par exemple? Ouais, à partir On n'a de pas le référentiel, tu est-ce vois, que c'est de PME, l'entreprise. ouais, Define entreprise, tu vois? J'ai envie de dire. OK. Mais 10 je honnêtement, je pense que c'est les grands groupes, Mmh mh. tu vois? Et encore, avoir les grands groupes aussi, qui utilisent ça. Parce que pour Ouais, l'instant, en tout cas, dans le cadre de mes missions, j'ai pas trop vu, un grand use case, de d'IA générative. OK. Bah, tu vois, moi, de mon côté, c'est mis en place Mmh mh. et j'ai hâte de pouvoir l'utiliser, tu vois? Moi, je l'utilise, déjà, pour moi parce que j'y ai accès, Ouais, heu, parce que c'est ma boîte qui le fait, une tu vois? Donc on est quelque part les bêta-testeurs, ouais. mais c'est hyper puissant, hein, quoi. En fait, je pense que quand il y a goûté, Mmh mh. heu, c'est comme plein de trucs, mais qui aujourd'hui sort sans son smartphone de chez lui, tu vois? Ouais, bien sûr. C'est un peu le même cas, c'est tellement pratique. Mmh mh. Puis si on te dit que c'est sûr et que tu es pas obligé de tricoter, de tricoter tout ce que tu mets, dans un produit public, parce Mmh que tu mh. vois, faut faire gaffe, tu vois? Si tu commences à mettre du code ou des données, de l'entreprise, dans des produits comme ça, c'est c'est comme mettre des secrets, en dur, et que tu déploies via Git, Oups. tu vois? Bah, comment je supprime? Bah, c'est trop tard, c'est dans les dépôts Git. Mais ça, les secrets, je pense que c'est aussi, dû à la aux bonnes pratiques et aussi Ouais, à au framework dans les entreprises. Parce que je me souviens chez un client, dans lequel je travaillais, enfin chez lequel je travaillais, les secrets, on les mettait vraiment très proches du code et des fois on devait les mettre pour tester sur nos machines, on devait les mettre directement dans le code. Heu pourquoi? parce que sur nos machines, il y avait pas le framework de configurer. Ça veut dire que c'était assez dur de tester, Ah! et donc on Ouais, devait, tester manuellement. Donc on devait tout mettre à disposition sur la machine, dans le code pour vraiment bien tester d'accord. et ça pouvait arriver que quand on déploie, bah, oups, on a oublié effectivement les secrets, directement Ouais, dans le code. ouais. Heu, Et ça, tu vois, dans ta par exemple, on va mmh parler de CI/CD là juste après. Ouais. Mais il y a des produits notamment comme Sonar, tu vois, d'analyse de code, Mmh. qui vérifient qu'il y ait pas de, mmh, De secrets, de de mots de passe, de ouais, voilà, ouais. de patterns en fait, Ouais. qui identifiés comme, potentiellement des tokens, Mmh. des secrets. Ouais, clairement. Bah, Donc ça fait partie de la CI. Ça devrait faire bah, partie de la CI carrément. partout. Et s'il détecte qu'il y a potentiellement un danger, ben, il tu vois, il arrête le déploiement. Mmh. Alors que, tu vois, quand tu as pas ça, ben, voilà, la boulette, elle est là, puis, après tu passes une demi-journée à vouloir cacher ton erreur, Mmh. tu vois? Ouais, Bon, clairement. ça va, ça m'est jamais arrivé, mais des fois quand j'entends des trucs, bah, c'est dommage, ouais. Alors que tu vois,
Une CI, c'est de l'investissement parce qu'effectivement tu dois coder, Mmh. mais après tu gagnes tellement de temps et puis de soucis en fait, de charge Mmh. mentale. C'est le prochain? Et bah, justement, merci, Ah c'est oui, exactement ça. la transition. Le prochain article justement parle de CI/CD pour les data ingé, et c'est un article de Daniel Bish. Il fait souvent des articles, très intéressants sur tout le domaine, data engineering, et il en a justement publié un le 21 juin. L'article est assez étoffé, mais je l'ai ra quand même pas mal raccourci parce qu'on est assez habitué, de parler de CI/CD. Mais Daniel, commence par définir, ce qu'est la CI/CD pour le data engineering, et Ouais. pour le citer, j'ai changé peut-être un peu sa phrase, mais je reprends globalement ces termes. La CI/CD, c'est surtout un ensemble de pratiques et d'outils, afin de livrer du code fréquemment et surtout de manière fiable. On parlait justement de la CI, avec les tests, et derrière ce concept-là, le but, c'est de mettre en place, une chaîne de livraison automatisée. C'est ça qu'on veut dire, derrière la CI/CD. Et tu en parlais juste à l'instant, la CI, ça permet aussi d'éviter les erreurs humaines, et répétitives, afin de se concentrer vraiment sur le développement du code. Et après Mmh. Daniel, sépare son article en 2, donc sur la partie CI et sur la partie CD. Donc sur la partie CI, il rappelle vraiment que c'est essentiel de mettre en place des tests. C'est exactement ce dont on parlait, juste à l'instant. Ça évite de laisser du code, qui ne devrait pas directement dans nos fichiers, par exemple les secrets. Mmh mh. Et ça permet aussi de maintenir une code base, fiable, tout simplement, et pour livrer, enfin tester l'intégration dans des systèmes qui sont presque équivalents, à la prod. Mmh. Et sur la partie CD, c'est un peu la même chose, c'est aussi éviter les erreurs humaines, mais plus sur la partie déploiement. Si on devait faire ça manuellement, déployer du code, manuellement, il peut y avoir des erreurs. Donc là, le but, c'est vraiment éviter les erreurs de déploiement et Mmh. diminuer le temps de déploiement. Si tout est automatisé, il y a plus besoin de se dire: «Tiens, on va sur tel outil pour faire telle, tâche, tel outil, et cetera». On change. Là, c'est tout est automatisé dans un fichier. On dit qu'il doit passer par, telles étapes pour pouvoir livrer en production. Ouais. Et encore une fois, ça permet aussi de se concentrer sur la valeur ajoutée, de ce qu'on peut apporter. Et à la fin Ouais. de l'article, Daniel recommande des outils comme Ruf. Donc Ruf, ça permet aussi de vérifier et nettoyer le code au moment du commit ou juste avant le commit, en mode, pré-commit, et d'utiliser, si jamais on fait du Python, d'utiliser le package, Black, Mmh. dont j'ai déjà pu parler aussi, lors de mes posts, LinkedIn. Donc clairement la CI/CD, je l'ai vu au fur et à mesure de mes missions. Je suis passé de mission où il y avait absolument pas de CI/CD. C'était, Pareil. tout est fait en prod, on livre en prod, donc il y a plein d'erreurs. À chaque fois, il y a plein d'erreurs. Tout à la main. Complètement, et donc avec les erreurs qu'il y a avec, Mmh. qui peut arriver. Avec une mission qui commence à mettre en place un peu de CI/CD, dans le sens où on passe d'abord par, mettre à disposition sans un environnement de pré-production. On regarde si ça se passe bien, et Mmh. après on clique Mmh. pour déployer en prod. Jusqu'à Mmh. maintenant, chez mon client actuel, tout est automatisé. On développe vraiment sur notre machine. On peut faire déjà les tests sur notre machine, sans besoin de mettre les secrets, directement dans le code, et on push. Ça fait des tests, sur le code, sur les schémas de données. Ça nous dit si jamais il y a un problème entre le schéma actuel de production, le schéma que nous on pousse. Ça teste pas les données en elles-mêmes, encore cette CI, mais en tout cas ça teste, tout ce qui Mmh. est, schéma, description, labellisation aussi en termes de table, ça doit respecter un certain pattern, et ça permet Mmh. de livrer, directement en prod si tout se passe bien, facilement. Toi, je sais pas Ouais, comment ça se passe chez ton client, actuel? plutôt bien. Je dirais qu'on a la base Ouais, au niveau de la CI/CD. Heu, c'est une équipe jeune, hein, quoi, pas, je parle pas de l'âge des collabs, mais au niveau de la mission. ouais. Donc tu vois, c'est pas le truc ultra rodé encore, mais la base est là et franchement, c'est l'essentiel. Mmh. Mais moi, il y a une mission où vraiment, tu vois, il y avait aucune CI/CD.
C'était, du copier-coller directement sur le serveur, Linux, tu vois? Le Red Hat, Ouais. et on savait, tu vois? On avait des releases de 10 user stories, avec des contrôles, des reviews, s tout au talent, hein. Mmh mh. Tu vois? À l'œil, on savait que, de toute façon, il allait toujours avoir au moins un problème, donc on savait que ce jour-là, il fallait potentiellement, ne rien prévoir la soirée, tu vois? Mmh. Vraiment, ça m'a fait du bien, entre guillemets, de connaître ça pour savourer et comprendre l'intérêt de la CI/CD, Mmh. tu vois? Ouais, clairement. Le but ultime de la CI/CD, c'est d'appuyer sur un bouton, un Mmh mh. seul, ou Mmh mh. faire, une seule ligne de commande, pour ceux qui Mmh. travaillent avec la CLI, et que ça soit en prod, pas 5 minutes, mais 20 minutes après. Tu vois? Mmh. Si tu prends tous les tests, et cetera, et que tu ne fais rien. Mmh. Tu appuies sur entrée ou sur OK, tu vois? J'en sais rien, Ouais. et ça c'est en prod à la fin, avec, tous tes tests au vert, avec les rebases qui sont faits pour tes petits copains qui tu vois? Mmh. Que ça efface pas leur boulot, et cetera. Ouais. C'est ça le but. Moi, l'objectif vraiment de la CI/CD, par contre, encore aujourd'hui, je pense que c'est pas, chez mon client, c'est pas encore, Ouais, ça, mais c'est tu es qu'on chez un puisse client historique, toi. ouais, oui, c'est vrai, Tu vois? mais Des clients, qui ont des business, des startups, je sais pas moi, tu prends BlaBlaCar ou j'en sais rien, tu vois? Une licorne, mmh mh. elle, elle est beaucoup plus, alors c'est bizarre à dire, mais beaucoup plus mature grâce à Mmh. sa jeunesse, sur l'aspect tech, Ouais. tu vois? Mmh mh. Je vois bien. Parce qu'ils ont pris les bonnes pratiques, puis c'est des entreprises avec une fibre tech, Mmh mh. un ADN tech. Pas forcément, tu vois? Il y a des clients qui ont pas cet ADN tech. Mmh. Ouais, bien sûr. Mais là où je me Ouais. dis que la CI/CD sera vraiment, très mature chez le client, c'est, Mmh. au moment où on pourra livrer le vendredi sans se dire: «Tu es sûr tu veux livrer vendredi?» Ouais, ouais, ouais. Parce que Mmh. pour l'instant, c'est pas possible. Le vendredi, on s'autorise pas à livrer, parce Ouais, qu'on se c'est la dit: «Peut y règle, avoir des problèmes». c'est vrai, pour moi, il y a 2 signes Mmh mh. que ta CI/CD n'est pas, mature. Mmh mh. C'est, pas de déploiement le vendredi, Mmh mh. et comment je fais pour livrer? Ouais. S'il y a pas, tu vois, un truc du genre, une fois que tu as fini, ton dev et tes tests unitaires, tu vois, la base, quoi. Mmh mh. S'il y a pas un bouton, livrer, Ouais. c'est que c'est pas assez mature. Mmh mh. Attention, il y a peu d'entreprises, je pense, où tu arrives et tu appuies sur un bouton. Mais il y en a, ça existe, tu vois? Et c'est ça qu'il faut viser. Ah bah là, clairement, chez mon client, il y a très peu de boutons à cliquer. C'est on push, le dev, il fait la CI, automatiquement et à la fin, il faut juste, cliquer sur merge pour, déployer et c'est tout. Ouais, Après, il y a toute une série de tests, qui passent et OK, si jamais ça passe pas, c'est en rouge, mais en tout cas, en 2 clics, 1 push plus un clic et c'est bon. Donc ça se passe, OK. tu disais 5 minutes, moi je pense que c'est même moins que 5 minutes, par exemple, pour déployer. Donc ça, Ah c'est ouais? bien. Mais par contre, on a encore pas de déployer le vendredi. Parce que, derrière, il y a, tes tests, rassurent pas assez? Je pense que c'est ça, je pense aussi on parle de fiabilité, on parle de data quality dont on va parler juste après. OK. Il y a peut-être encore quelque chose qui est pas, qui est il y a encore moyen d'optimiser ça. C'est-à-dire que là, on va déployer, mais on va pas pouvoir dire tout de suite, instantanément: «Est-ce que ça va être bon? Est-ce que la prochaine fois que ça va se Mmh. lancer, ça va être OK?» Ça, on sait pas OK. parce que souvent il y a du batch, c'est assez rare le streaming, mais s'il peut y en avoir, mais c'est Mmh mh. souvent en batch et le batch, ça se lance souvent les nuits. Ouais. Heu et on n'est pas encore, confiant, pour être sûr. Donc Ah si on ouais. fait ça un vendredi, est-ce qu'on est sûr que entre la nuit du vendredi au samedi, ça va être OK? OK. Là, il y aura encore peut-être quelque chose à fiabiliser en termes de data quality, en termes de CI/CD, peut-être encore autre chose. Eh bien, merci Axel, du coup, on va terminer ici. Ouais, merci.
Merci beaucoup pour tous ces articles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Surtout, n'hésitez pas aussi à nous noter sur les différentes plateformes YouTube et Spotify. Et donc on se retrouve, la semaine prochaine, Axel. Ouais, à la semaine prochaine. Salut. Salut.